Est-ce qu'on doit garder une partie de cynisme rationnel dans la relation pour avoir une meilleure vision des choses et pouvoir dire stop au moment où objectivement ça ne va plus? Et si oui, comment ne pas mélanger notre côté rationnel et émotionnel? Alors le côté rationnel, ça dépend ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend le fait d'être bien prise en charge logistiquement? J'ai une belle maison, j'ai un beau jardin, j'ai des enfants magnifiques qui vont bien, j'ai un mari qui représente bien. Et du coup, je vais rationaliser cette relation en me disant regarde tout ce que tu perds, tu sais pas ce que tu vas gagner, tu te mets en danger, etc. Moi j'ai beaucoup de gens qui le font et j'ai beaucoup de gens qui ont justement tardé à divorcer pour ces motifs-là. J'ai rarement vu des divorces qui étaient agréables parce que ça traînait trop longtemps à se détester. Encore une fois, le curseur, c'est combien je souffre dans la relation. Parce que la souffrance, il ne faut pas oublier qu'elle entraîne de l'égocentrisme, elle entraîne de l'incapacité à prendre des bonnes décisions. Il y a un biais dans le traitement de l'information qui fait que parce que je souffre, je vais me victimiser, je vais peut-être rentrer dans cette posture. Et en fait, j'ai choisi moi de rester dans cette maison parce qu'elle était belle, ou parce que j'adore ma famille, ou parce que ceci, cela. Mais l'air de rien, je remplis des réserves d'animosité pendant ce temps-là qui vont m'exploser à la figure à un moment ou à un autre. Ce que je sais, c'est que cette rationalisation, elle est très présente concernant les enfants et concernant la famille. Elle est sur la vénalité, elle est sur l'argent et le confort, hommes et femmes, autant l'un que l'autre. L'homme parce qu'il ne veut pas payer de prestations compensatoires, l'homme aussi parce qu'il a une femme qui est très disponible, qui lui permet d'avoir la vie qu'il veut, un confort, une organisation, etc. La femme parce que c'est justement un peu sacrifié pour l'organisation. Elle était d'accord, elle a co-construit. On ne parle pas de maltraitance et de soumission de la femme, ça lui a plu un temps, et du coup elle se sent piégée dans cette décision. On a pas mal de couples qui vont rester comme ça ensemble pour la famille, les enfants, le vénal un peu moins, mais la famille et les enfants. Parce que moi, ce que je vois, la plus grande des souffrances dans le divorce, c'est pas l'ex. C'est pas du tout l'ex. On s'en remet de l'ex. Le dernier maillon faible, c'est la famille. C'est même pas les enfants, parce qu'aujourd'hui il y a la résidence alternée et on peut se délecter de justement avoir une semaine sur deux ou un mode de garde qui fait que voilà, je suis une maman à plein temps et je suis d'ailleurs une meilleure maman à plein temps ou un meilleur père à plein temps pendant ce temps imparti de la résidence alternée. Le reste du temps, je peux rentrer dans une vie professionnelle, sociale, amoureuse, relationnelle, faire des activités sportives ou théâtrales, ou artistiques, etc. Et on s'y éclate. Par contre, le maillon de la famille, l'image, l'idéal de la famille que l'on a, ça, on n'y arrive pas. Moi, j'ai des patients qui, 2-3 ans après leur séparation, déjà en couple, me disent j'ai envie de retourner avec mon ex parce que j'ai envie de ces matins où on était tous ensemble. J'ai envie de ce Noël en famille. Et ce sont des périodes très cruciales, Noël, ou les événements familiaux, ou les vacances familiales. C'est là où les patients sont le plus fragiles, justement. Donc, la rationalisation... on comprend qu'elle existe, elle fait des dégâts, mais on comprend qu'elle existe. Et par rapport aussi à la rationalisation, si on prend l'exemple dans un couple, donc une des deux parties rencontre un amour passionnel. À côté, voilà, c'est... Avec adultère ou sans? Adultère. D'accord. Ouais. Et effectivement, on ne voit plus rien, c'est émotionnel à 100%. Et à côté, nous avons quand même la famille, donc il faut garder le côté rationnel. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, honnêtement, là c'est une question de personnalité, parce que moi j'ai énormément de gens qui restent, mais encore une fois, contrairement aux idées reçues, on se bat pour cette famille. J'ai beau être tombée follement amoureuse d'un homme à côté de mon compagnon ou de mon mari, je vais d'abord, faut voir, si je suis une famille ou si je suis un couple. C'est pareil dans le divorce. Est-ce qu'on parle d'un divorce de couple ou un divorce de famille? Parce que c'est plus du tout les mêmes enjeux et les mêmes investissements. Mais si je suis un couple, je vais très facilement quitter mon compagnon pour le nouveau. Je vais prendre le risque facilement. Si je suis en famille, on se bat pour la famille, mais c'est incroyable. Donc l'émotionnel est très rarement prioritaire. J'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu des gens qui au bout de 15 jours quittent, j'ai couché avec cet homme ou cette femme, et 15 jours après je quitte tout pour lui ou elle, et puis après les conséquences c'est autre chose. Mais c'est rare. D'abord on se bat pour la famille, et on essaye de trouver des arguments rationnels justement. Ça ne marche pas, mais on tente. Et j'ai aussi des hommes et des femmes qui ont choisi le rationnel. Et c'est souvent très simple, c'est parce qu'on avait à la base un couple qui était fonctionnel.
Il n'y avait plus cet amour avec des papillons dans le ventre. Mais la base, elle était solide. La base était solide, quoi. On avait un joli couple, une famille, une dynamique de famille qui était extra. Et bien, en fait, l'émotion qu'on a pour cette personne dont on est follement amoureux, on essaye d'abord d'avoir le beurre à l'argent du beurre pendant un temps. Et puis quand on doit choisir, on revient vers la famille parce qu'elle n'est pas délétère, quoi. Beaucoup de femmes n'osent pas divorcer pour ne pas rester seules, et c'est encore pire quand il y a des enfants. Elles ont peur de ne pas pouvoir retrouver quelqu'un, et effectivement, quand on voit la quantité de femmes célibataires sur le marché des rencontres par rapport aux hommes libres, ça peut faire peur. D'après vous, est-ce que c'est une question démographique ou bien le problème se cache ailleurs? Oh, le problème se cache ailleurs. Il n'y a pas de problème démographique. Qu'on soit dans les campagnes, dans les villes ou dans la capitale, on va retrouver le même problème. Si la femme met plus longtemps à refaire sa vie, c'est pas une question de genre, c'est pas parce qu'elle est une femme et que l'homme est un homme, parce que les femmes rencontrent plus facilement. Hein. Mettez une femme dans un bar, elle aura facilement 2-3 hommes qui seront partants pour la rencontrer. Vous mettez un homme dans un bar et il va galérer à essayer de rencontrer une femme. Donc déjà, c'est plus compliqué pour un homme de séduire, et d'autant plus en ce moment avec l'image de l'homme prédateur, maltraitant que l'on est en train de véhiculer. Hein. Les hommes ont de plus en plus de difficultés à oser rencontrer. Mais en fait, ce qui fait que les femmes ont plus de difficultés à rencontrer et à refaire leur vie, c'est l'enfant, ce sont les enfants. Tant qu'on sera avec l'idée qu'il faut une résidence exclusive à la mère, on précarisera la femme. Elle a 4 jours pour rencontrer un homme, elle a 4 jours, enfin un week-end sur 2, pour pouvoir lui dire je te vois pas pendant 15 jours mon petit chat, hein, je te fais des petits SMS et des appels si tu veux. On volera une petite demi-heure ou 10 minutes par-ci par-là, mais non pas avant 15 jours. Donc en fait elle se met en situation elle-même d'être mal à l'aise. Elle a une tendance à vouloir aussi aller très vite à cause de ça, parce que comme elle a que tous les 15 jours, elle veut se rassurer, donc elle veut à tout prix très vite présenter les enfants, ce qui peut effrayer l'homme qui a envie d'aller doucement, qui a envie d'avoir une relation normale, etc. Donc en fait, pour moi, le problème de fond sur pourquoi la femme rencontre peu d'hommes ou moins vite, ou etc., c'est parce qu'elle a les enfants à la maison. Pendant ce temps-là, monsieur, il a 26 jours par mois du célibat, il peut développer sa carrière, il fait ses activités sportives, donc il reste beau, bien ferme et sympathique, il gagne bien de l'argent, il a tout le temps pour aller draguer, se planter, recommencer, se planter, recommencer, trouver la bonne, et 6 mois après faire une famille recomposée qui sera peut-être idyllique. Alors du coup, la complète avec maman, c'est plus très équitable. Donc en fait, c'est vraiment le problème du mode de garde, beaucoup plus que le problème de genre ou de démographie. D'accord, c'est très intéressant effectivement. Aujourd'hui, les familles recomposées sont un nouvel standard en France, mais personne n'en parle de la position de l'enfant dans cette réalité à laquelle il est confronté. Peut-on vraiment préparer les enfants pour qu'ils s'en sortent avec moins de traumatisme psychique possible, et comment? Non. Très rassurant On ne peut pas les préparer, on ne peut rien faire, mais je crois qu'il faut surtout travailler sur les parents. Moi, je pense que ce soit le divorce et la famille recomposée, c'est d'abord la gestion par les parents qui va faire que l'enfant ira bien. Si j'arrive avec ma panique, mon enfant va paniquer. Si j'arrive et que je lui fais manger ma tristesse, il va être triste. Si je suis tout le temps en train de critiquer quelque chose ou d'être malheureuse dans ce que j'ai, ou si je suis dans une posture, l'enfant va subir des choses difficiles. Alors, évidemment que ça peut être fragilisant pour l'enfant. Et évidemment que dans la famille recomposée, il y a énormément de paramètres à prendre en compte pour réussir la famille recomposée. En fait, moi je serais plutôt sur comment réussir une famille recomposée plutôt que comment préparer l'enfant. Parce qu'on ne peut pas le préparer. On n'a pas de formule, c'est au cas par cas. Il y a des enfants qui se réjouissent de voir un beau parent. En général, les enfants se réjouissent de voir un beau parent arriver. Et dans des rares cas, ils ne se réjouissent pas. Dans ce cas-là, il faut aller voir. Est-ce que c'est le conflit du divorce qui n'est toujours pas réglé avec un beau parent qui arrive trop vite? Est-ce que c'est un beau parent qui veut trop vite prendre une place de coparents, voire de papa ou de maman? Est-ce que c'est papa et maman qui changent de comportement dès qu'il y a le beau parent et qui du coup laisse l'enfant? Donc il y a énormément de choses à aller investiguer pour voir comment va l'enfant, mais pas forcément sur préparer l'enfant, mais plutôt comment préparer les adultes. C'est ça la difficulté dans la famille recomposée. Après, moi je dis que plus on a d'adultes à aimer des enfants, que ce soit des coparents, que ce soit des oncles, des tantes, des grands-parents, des parrains, des marraines, des amis, plus c'est génial, parce que plus l'enfant trouvera chez l'adulte quelqu'un ou quelque chose qui lui fera du bien et qui le réparera. Voilà, mais la famille recomposée, moi je trouve ça magnifique.
Et je pense aussi que plus il y a d'adultes qui aiment cet enfant, oui. mieux c'est. Mais bien sûr. Il sera entouré, Ouais. il sera entouré. Après, je peux comprendre que le parent qui voit, le papa qui voit un beau-père arriver, la maman qui voit une belle-mère arriver, se sente menacé. Inévitablement, on se sent menacé. Mais si on a un parent intelligent, ce parent-là va se servir de ce qui se passe ici pour comprendre en quoi il peut faire mieux. Pas en détruisant cette relation avec le beau-parent, puisqu'elle est belle, cette relation, mais plutôt en se disant, tiens, j'ai mon enfant qui me ramène des dires ici, où il valorise ça, bah, peut-être que je suis fragile là-dessus, et peut-être qu'il faut que je travaille à l'être un peu moins. En réalité, le beau-parent sert de garde-fou aux deux parents, le parent qui n'est pas dans le couple de la famille recomposée sert de garde-fou aussi, enfin tout le monde se sert de garde-fou, et si on est un peu ouvert à la remise en question, on devient une ou deux familles recomposées super favorables à l'enfant. Après, on a des sacrées familles recomposées catastrophiques. Hein. Ça, mais on ne peut pas préparer l'enfant. On ne peut rien faire. Après, évidemment, si j'arrive en lui disant « c'est affreux mon enfant, affreux, j'ai quitté mon mari, tu vas avoir un nouveau beau-père », forcément. Bien sûr, ça dépend aussi comment on le montre. C'est vraiment dans la gestion du parent. Les dernières recherches ont montré que les enfants qui subissent les conflits des parents, qui sont toujours mariés, sont plus susceptibles d'avoir des maladies chroniques et verraient dans la délinquance par rapport à ceux dont les parents ont divorcé intelligemment. Qu'en pensez-vous ? Alors, on a même des études qui montrent que dans le divorce, que le divorce n'est pas dangereux pour l'enfant, n'est pas non plus problématique pour le développement de l'enfant et sur les maladies chroniques. On a mis en place 3 groupes contrôle, des enfants de parents non divorcés, des enfants de parents divorcés, des enfants de parents divorcés avec conflit et voire disparition d'un des deux parents. Et on a constaté que les enfants de parents non divorcés et divorcés avaient les mêmes résultats, alors que les enfants de parents divorcés avec conflit présentaient des fragilités somatiques, etc. C'est le même problème que le parent qui est en couple, qui se dispute, et le parent divorcé qui se dispute. En réalité, le divorce est accessoire. Le conflit crée du stress chez l'enfant, qui va créer un système immunitaire fragile, qui va créer, etc. etc. On avait fait une expérience, on avait récolté des informations pour savoir quelles étaient les compétences les plus importantes pour éduquer un enfant. De la plus importante à la moins importante, les 3 premières étaient évidemment l'amour que je porte à mon enfant, ça c'est bon, voilà, c'est acquis. La deuxième, c'était la gestion du stress. Donc derrière la gestion du stress, c'est la notion de conflit. Et la troisième, c'était l'entente entre les parents. L'entente entre les parents, la complicité qu'on se montre, la spontanéité qu'on se montre, cette affection que l'on se montre l'un et l'autre, etc. Du coup, si on part du principe que les 3 compétences les plus importantes quand on a un enfant sont la gestion du stress et l'entente des deux parents, qu'on soit divorcé ou pas, ça change rien. Ça change rien, mais surtout, c'est quand même le gros problème. Donc en réalité, quand on ne s'entend pas, il vaut mieux divorcer, mais essayer de faire un divorce expéditif où on retire le conflit, où on met en place juste une petite organisation simple pour communiquer entre parents, pour que l'enfant sache que quand même, je ne peux pas créer un fossé entre les deux. On met une sorte de cahier de correspondance, un rituel de mail dans lequel on donne des informations factuelles. On essaye de ne pas reprocher à l'autre d'avoir oublié de couper les ongles, de ne pas l'avoir amené chez le coiffeur, de ne pas avoir mis la chaussette rose avec la bleue. Enfin, j'exagère. D'avoir mis la chaussette rose avec la bleue. Des fois, oui. Mais il y en a, il y a des... Moi, j'ai des parents qui, dès qu'ils ramènent l'enfant le dimanche soir, ils reçoivent un mail long comme ça, de tous les petits défauts. Il a le nez qui coule, c'est que tu ne l'as pas couvert. On est dans l'accusation systématique. On fait de simples mails factuels. S'il n'y a rien à dire, on ne fait pas de mail. S'il y a quelque chose à dire, à organiser, on fait un mail. Et on ne communique plus. Je veux dire, on ne se sépare pas pour rester ensemble. Oui. Mais le conflit, quoi qu'il arrive, fait du mal à l'adulte et à l'enfant. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui divorcent actuellement ? Eh bien justement, d'utiliser ce que l'on a dit plus haut, le rationnel. C'est de sortir de l'émotionnel. Quand on divorce, on est blessé, on est dans la douleur, et la douleur fait prendre de mauvaises décisions et nous pousse à vouloir chercher réparation. Or, dans un divorce, encore une fois, on sort des divorces avec maltraitance. Dans un divorce, on est forcément en souffrance, donc on est forcément victime, donc on a forcément besoin de réparation.
et on va aller revendiquer des choses qui ne sont pas forcément appropriées dans ce divorce. Donc c'est vraiment de ramener le rationnel, se poser la question de qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à prendre telle décision, se faire aider de quelqu'un de compétent. C'est pas forcément son avocat, parce que son avocat, il faut savoir le critiquer aussi et lui dire qu'éventuellement, on n'est pas d'accord avec ce qu'il propose, parce que lui, il veut vous donner le plus, le max. Donc il ne faut pas forcément chercher le plus, le max. Ce que je peux donner comme conseil aussi, c'est de divorcer vite, très vite. Éviter la cohabitation. Alors, on est dans des villes comme Paris ou des grandes villes, on est parfois obligé de cohabiter 3, 6, 8, 10 mois. Alors c'est totalement délétère pour l'enfant. Mais alors vraiment, c'est hyper inapproprié pour l'enfant, mais c'est surtout créer du conflit, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnes qui sont d'accord pour divorcer, pour se séparer d'abord puis divorcer, qui sont en toute complicité et qui sont d'accord sur les modalités, et au fur et à mesure qu'ils cohabitent ensemble, on rentre dans l'indécence et du coup on rentre dans le conflit. Donc faire vite, en fait essayer de tout faire vite, et une fois qu'on aura fait, on gérera la partie psychologique qui est la tristesse, le deuil, la colère, etc. Tout ce qui est émotionnel, en fait il faut le repousser pour le gérer après. Prendre les décisions rationnelles, gérer l'émotionnel après. Et en général, ça va très vite parce que comme le divorce est prononcé, comme on n'est plus dans le conflit, comme on n'est plus non plus dans la durée, on n'est plus dans le harcèlement. Un divorce, la procédure de divorce, si elle est conflictuelle, s'apparente à du harcèlement. Donc on souffre de harcèlement. Et les deux, peu importe lequel emmerde l'autre, excusez-moi du mot, mais c'est emmerdé et je le mesure, peu importe qui emmerde l'autre, pour les deux, c'est du harcèlement. Donc il faut faire vite, résoudre vite, et parfois accepter de perdre et acheter son bonheur. Voilà. Et puis je voudrais juste dire qu'un divorce, c'est pas une fin en soi, c'est aussi commencer une nouvelle aventure. On a une petite période transitoire, plus ou moins longue. Je dis petite parce que sur une vie entière, c'est 1 an ou 2. Donc c'est une période transitoire qui est un peu lourde, difficile, où on est verrouillé par rapport à l'autre, où on a peur de tout, etc. Mais que quand on commence à se réparer, on renaît et on trouve tout magnifique. Et puis surtout, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cet homme ou cette femme que j'ai aimé, cette personne m'a permis de savoir les compétences en amour, en famille que j'avais. Je suis plus solide grâce à cette personne. Je ne suis pas perdante, je suis gagnante. Ça, je crois que c'est la conclusion la plus importante. Super, merci beaucoup. De rien.